Bonjour tout le monde. On entame tout de suite la dernière séance du cours qui portera sur la propagation guidée. On verra particulièrement la notion de guide d'onde, son intérêt, et on écrira l'équation de propagation dans ces guides d'onde. Voilà donc en gros l'essentiel donc de la séance. Donc on va étudier particulièrement le guide d'onde comme guide d'onde, un guide d'onde métallique rectangulaire et un câble coaxial. Un câble cylindrique coaxial, donc c'est ça l'objet donc de la séance d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'après, donc on aura une deuxième séance qui portera donc sur la série 5. Donc à tout de suite. Et on commence donc notre cours. La dernière partie du cours porte sur la propagation guidée des ondes électromagnétiques. Quelle est la définition? C'est quoi la propagation guidée? Donc, il faut la comparer à la propagation libre. Donc, on a deux types de propagation, une propagation libre et une propagation guidée. Si je prends par exemple, si je prends l'exemple des ondes sonores, la voix par exemple, si vous parlez à l'air libre comme ça, donc vous êtes en propagation libre. Donc, vous pouvez parler, donc tout le monde vous entend, il n'y a pas de contrainte. Mais là, si vous essayez de parler, par exemple, dans un tuyau, vous parlez à quelqu'un à distance dans un tuyau, eh bien, tout d'abord, vous avez la voix qui est déformée. Ça veut donc dire que certaines fréquences ne passent pas, seules quelques fréquences passent. Voilà, certaines fréquences sont arrêtées par le tube, c'est-à-dire par le tuyau. Donc, vous parlez, bon, vous avez un tube comme ça. Donc, un tuyau, prenons l'exemple d'un tuyau, vous essayez de communiquer avec quelqu'un à travers ce tuyau. Supposons qu'il est distant, à une distance de 20 à 30 mètres, tout d'abord, la voix sera déformée. Ça veut donc dire que certaines fréquences sont arrêtées. Et que donc, si il y a des cas extrêmes, par exemple, où vous pouvez ne rien entendre, alors qu'en propagation libre, donc vous entendez, quelqu'un vous appelle, vous entendez donc la voix entièrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que dans la propagation guidée, il y a quand même des restrictions sur les fréquences qui passent. Il y a, toutes les fréquences ne passent pas, et puis il y a une déformation au niveau du signal. Donc, c'est ce qu'on va voir en particulier. Alors là, c'est marqué propagation libre, c'est-à-dire si je fais propager mon onde dans un espace illimité, donc je n'ai pas de contrainte, alors que la propagation guidée, je parle de la propagation guidée lorsque j'inflige ou bien j'impose à mon onde de se propager dans un milieu restreint, dans un espace restreint. Comme le cas de la voix, par exemple, si vous parlez à quelqu'un à travers un tuyau, par exemple, eh bien, vous avez quand même une restriction, que vous avez infligée à votre voix. Donc, on impose dans ce cas-là, dans le cas de la propagation guidée, on impose à l'onde de se propager dans un espace limité. Eh bien, quelles sont les conditions imposées par le bord, par le cas du tuyau, par exemple, ou bien le guide? Et le guide impose certaines conditions à l'onde, ce qu'on appelle des conditions aux limites. Les conditions aux limites sont alors à prendre en considération, donc respecter les lois ou bien les relations de passage. Donc, j'ai une onde électromagnétique cette fois-ci que je vais que je vais faire propager dans un tube métallique
cylindrique, eh bien, l'onde passe dans le vide délimité par le cylindre. Dans ce cas-là, il y a donc, l'onde n'est pas libre. Il est obligé de, de respecter les relations de passage qu'on avait vues, qui concernent l'interface, cette fois-ci l'interface vide-métal. L'interface vide-métal. Quel est le rôle des guides d'onde? C'est pour acheminer une onde vers une destination précise. Si je prends par exemple le cas de fréquence optique, là cette fois-ci, les guides appropriés sont des fibres optiques. Voilà, une fibre optique, c'est un guide d'onde qui permet donc de véhiculer ou bien de faire passer un faisceau lumineux d'une destination, enfin d'un endroit précis à une destination précise. Dans le cas général des ondes hertziennes, eh bien, on utilise les guides métalliques. Donc, vous avez donc là deux exemples. Pour les fréquences optiques, on utilise donc des fibres optiques donc pour guider une onde lumineuse d'un point de départ à un point d'arrivée. Et pour une onde hertzienne, par exemple, pour acheminer l'onde vers le foyer d'un radar, par exemple, pour la diffuser. Donc, de l'endroit où il est généré jusqu'au foyer du radar, donc pour la diffuser. Qu'est-ce qu'on appelle guide d'onde métallique? C'est un tube en métal, ce qu'on appelle un tuyau métallique, par exemple, un tube en métal avec du vide ou un diélectrique comme milieu de propagation. Donc, s'il n'y a rien dans le tuyau ou bien dans le tube, cette fois-ci, donc, le milieu de propagation, c'est le vide ou l'air. Sinon, en général, donc, il y a un diélectrique, donc on met un diélectrique comme milieu de propagation. Pour notre programme, donc, on se contentera, on ne va pas étudier les fibres optiques, donc c'est un cas particulier, de toute façon, le raisonnement reste valable. C'est le même principe, c'est le principe de guidage des ondes. Cette fois-ci, dans le cas des fibres optiques, il s'agit donc de fréquences optiques. Dans notre cas, on s'intéressera donc, dans le cadre de ce cours, on s'intéressera aux guides métalliques. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la propagation guidée entre deux plans conducteurs. Donc, c'est un cas simple, très simple. Donc, c'est un cas idéal. Dans un deuxième temps, on s'intéressera à un guide métallique rectangulaire. Là, vous voyez, donc le guide métallique rectangulaire. Et dans une troisième partie, on s'intéressera à la propagation guidée dans un câble coaxial. Voilà le premier cas, ça correspond à une propagation dans le vide entre deux plans métalliques indéfinis. Donc là, vous avez une symétrie, un haut degré de symétrie. Vous avez donc la direction du guide, c'est la direction Z. L'onde se propage par exemple de ce point. Elle se propage dans l'espace entre les deux plans métalliques. Voilà, dans le vide qui est entre les deux plans métalliques. C'est là le milieu de propagation. Si cette direction est Z, la direction de propagation, donc c'est Z. Dans un deuxième temps, on s'intéressera à la propagation dans un guide métallique rectangulaire. Donc là, vous voyez, c'est un tube ou un tuyau rectangulaire. Là, vous avez le vide et l'onde, on impose à l'onde on envoie une onde pour se propager donc dans le vide délimité par cette structure métallique. En troisième partie, voilà, vous avez en dernier lieu, donc on s'intéressera à la propagation dans l'espace. Dans le diélectrique, généralement, on met un diélectrique dans l'espace situé entre deux cylindres coaxiaux. Donc là, vous avez ce qui est en blanc, c'est du vide ou du diélectrique. Généralement, c'est du diélectrique, sinon les deux câbles, celui de l'âme et celui de la périphérie, donc le câble âme et périphérie, donc vont se toucher. Alors on met un pour éviter qu'ils ne se touchent.
eh bien, on met un diélectrique de séparation, et c'est ce diélectrique qui sert de milieu de propagation. Voilà. Donc, on s'intéressera à la structure de l'onde. On s'intéressera donc à la structure de l'onde guidée. La structure de l'onde guidée. Quand je parle de structure d'une onde, donc je dois préciser le vecteur d'onde K, le vecteur d'onde, et comment on fait la topographie des lignes de champ de E et de B. Dans le cas d'une propagation libre, nous avons vu donc E est perpendiculaire à B, c'est-à-dire les trois vecteurs E, B, K forment un trièdre direct. Les trois vecteurs forment un trièdre direct. Les trois vecteurs forment un trièdre direct dans le cas d'une propagation libre. Attends toujours cette situation dans le cas, attends cette même situation dans le cas des guides métalliques. C'est ce qu'on cherche à découvrir. Et tout d'abord, on a un certain nombre d'hypothèses simplificatrices donc on va adopter. Donc, on va considérer certaines hypothèses. Tout d'abord, le milieu ou bien le guide, le matériau ou bien le métal du guide est un milieu non magnétique, est un métal non magnétique. J'ai donc mu R qui est égal à 1. Je ne considère pas un ferro, c'est-à-dire mon guide, je ne le conçois pas à partir, à partir d'un ferromagnétique, à partir d'un milieu, enfin d'un métal dia ou paramagnétique, donc avec un mu R égal à 1. Un milieu non magnétique. Par milieu magnétique, on entend les milieux ferromagnétiques qui ont des perméabilités très grandes. Alors, par contre, là, donc, mu, ou bien la perméabilité du métal, c'est mu0, donc ce qui correspond à mu R égale à 1. Et là aussi, je vais considérer un conducteur parfait, c'est-à-dire un très, très bon conducteur avec une conductivité qui est grande. Je prends l'exemple du cuivre ou de l'aluminium, par exemple. Donc, je peux considérer sigma comme tendant vers l'infini. Et dans cette situation particulière, donc de milieu conducteur ou bien de conducteur parfait, je n'ai pas de dissipation d'énergie dans le métal. Je n'ai pas de dissipation d'énergie dans le métal. Alors, si vous vous rappelez de l'exercice, du dernier exercice de la série 4, l'exercice 4 de la série 4, eh bien, on avait fait un calcul de l'énergie dissipée. Eh bien, l'énergie dissipée, ou bien la puissance par unité de volume, on avait vu que D de P, D de P D de P sur D taux, la puissance par unité de volume, donc c'est J scalaire E. E, c'est le champ électromoteur qui met en mouvement les charges. D'après la loi d'Ohm locale, donc G c'est sigma fois E, donc c'est sigma E carré. Voilà ce qu'on obtient donc comme puissance dissipée dans une unité de volume, ou bien comme densité volumique de puissance dans le métal. C'est sigma fois E carré. Là, il n'y a pas de dissipation d'énergie, c'est-à-dire j'ai pratiquement ça qui tombe vers zéro. Alors, comme sigma tombe vers zéro, tombe vers l'infini, donc ça veut donc dire E, donc sigma est grand pour un conducteur parfait, sigma tend vers l'infini, je déduis alors que le champ E est pratiquement nul. Donc, le champ E dans le matériau, dans le métal du guide, dans le métal formant le guide est nul. Dans le métal formant le guide est nul. Donc, pas de dissipation d'énergie dans le métal. C'est-à-dire,
j'ai pratiquement un champ qui est égal à 0 dans le métal. Voilà, donc E dans le métal, le champ E à l'intérieur du métal est nul, donc on a justifié pourquoi. Parce que la puissance, donc le guide ne chauffe pas. Le guide, dans le cas d'un conducteur parfait, le guide ne chauffe pas. Sigma tend vers 0, sigma tend vers l'infini, donc le champ E tend vers 0. Et vous avez aussi le champ B dans le métal qui est égal à 0. Le champ B dans le métal qui est égal à 0. Donc, je rappelle l'argument. Là, vous avez d de P sur dt, la densité volumique de puissance dissipée dans le métal du guide. C'est sigma fois E carré. Alors, donc, le guide ne chauffe pas. Le guide ne chauffe pas, c'est-à-dire il n'y a pas de dissipation. Je déduis alors que sigma E carré est égal à 0. Comme sigma tend vers l'infini, eh bien, vous avez donc E qui tend vers 0. Donc, le champ à l'intérieur du métal du guide est nul. Donc, j'ai l'onde qui se propage dans le vide, délimité par le métal, mais le métal ne chauffe pas. Ça veut donc dire que le champ à l'intérieur du métal est égal à 0 puisqu'il est fait avec un, c'est pour les métaux, sigma tend vers l'infini pour les métaux. Alors maintenant, pourquoi B à l'intérieur du métal est égal à 0? J'utilise la relation de Maxwell. J'ai donc, rotationnel de E est égal à moins d sur dt. Rotationnel de E est égal à moins d sur dt. La relation de Maxwell-Faraday. Comme E est égal à 0, donc j'ai moins d sur dt qui est égal à 0. Donc, je déduis que B est une constante. Donc, j'ai donc un vecteur constant, d sur dt est égal à 0. Mais comme il s'agit d'une onde, pour une onde, la moyenne est égale à 0. La moyenne est nulle. Donc, B est constant. La moyenne, comme B est une onde, donc le champ B est une onde. Donc, la moyenne de la constante, la moyenne de B, donc c'est tout simplement cette constante qui doit être égale à 0. Je déduis alors que la constante ici est nulle. Donc, c'est pour cela que B est égal à 0. C'est marqué ici moyenne temporelle nulle. C'est le cas de toutes les ondes. Voilà, donc j'ai mon guide. Là, je vais montrer voilà, l'espace de propagation, qui est le milieu, c'est le vide ou le diélectrique entre les parties métalliques. Voilà. Et je me mets au voisinage. Bien sûr, là, je ne m'intéresse pas de l'extérieur du guide. La propagation se fait à l'intérieur du guide. Il se fait à l'intérieur du guide. À l'extérieur, donc, c'est l'espace illimité. Donc, je m'intéresse à l'intérieur. Alors, au voisinage, le champ au voisinage du conducteur, que ce soit ici ou là, c'est-à-dire dans l'espace de propagation, peut s'écrire sous la forme de sigma sur epsilon 0 fois n. C'est le théorème de Coulomb. Et là, vous avez H qui est égal à J. Voilà, vous avez H qui est égal à J vectoriel N. H, c'est B sur mu 0. H, c'est B sur mu 0. Donc, c'est donc l'égalité ou bien la continuité. C'est les relations de continuité qui nous ont donné ceci. Là, c'est la continuité du vecteur D, dn. Là, c'est la relation de passage relative au vecteur D. Et là, c'est la relation de passage relative au vecteur H. Donc, vous avez la continuité de la composante tangentielle de H au cas où Js est égal à 0. Sinon, vous avez une relation générale. Comme H dans le métal, c'est 0. Donc, ce qui reste dans le vide, c'est JS vectoriel N.
Vous n'avez qu'à voir votre cours sur les relations de passage pour D et pour H. Donc, c'est les mêmes relations que vous avez vues. Donc, les relations qu'on avait vues, on les a appliquées ici pour déduire ces expressions. Et là, je vais commencer maintenant par étudier la forme de l'onde qui se propage dans l'espace délimité par deux plans parallèles infinis. C'est un guide d'onde plan. C'est un guide d'onde plan. C'est-à-dire que le milieu de propagation est l'espace délimité par deux plans indéfinis parallèles. Voilà, de plans métalliques. C'est le cas ici. Vous avez les directions de propagation, c'est Z. Vous avez l'invariance dans la direction de Y. Et là, vous avez les limites qui sont fixées par, ou bien les plans du guide correspondent à x égale à 0, x égale à a. Donc, si on a à exprimer des conditions aux limites, c'est pour x égale à 0, x égale à a. Voilà donc les limites de l'espace. Parce qu'on a imposé une restriction à l'espace, il n'est pas illimité, il est limité. Alors, il est bordé par le premier plan x égale à 0 et le second x égale à 1. Voilà donc les plans conducteurs. Quelle est la structure ou bien la forme de l'onde électromagnétique guidée? Alors, comme on a une invariance par rapport dans la direction de Y, donc vous voyez bien que ça ne dépend pas de Y. On a une invariance, c'est illimité dans la direction de Y. On a donc une invariance dans la direction de Y, d'où l'amplitude. Donc, ce champ ne dépend que de X. Il ne dépend pas de Y parce qu'il est le même pour tout Y. Pour tout Y, c'est-à-dire pour X et Z fixés. Donc, on a la même chose pour tout Y. On a donc le même champ pour tout Y. Donc, c'est indépendant de Y. C'est pour cela que vous voyez ici, vous ne voyez pas de Y qui figure dans l'expression. Donc, j'ai une amplitude qui dépend de X. D'après la symétrie, mon amplitude dépend de X, et je choisis comme direction de propagation, bien sûr, la direction infinie qui est la direction Z. Voilà. Donc, j'ai bien une onde qui se propage dans la direction Z, c'est une onde progressive, le signe de Kazé est différent du signe de oméga t, une onde progressive, sinusoïdale, monochromatique, vous voyez bien que c'est une onde sinusoïdale. Donc, je considère une onde sinusoïdale se propageant dans la direction de Z et dont l'amplitude dépend de la position par rapport à X, dépend de X, c'est-à-dire dépend de la position dans le guide, que ce soit ici, soit qu'il est au voisinage du plan métallique inférieur, soit il est au milieu, soit entre les deux, peu importe. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, mon amplitude dépend de la position, dépend de X. Je suis à ce niveau-là, j'ai une amplitude. À ce niveau-là, j'ai une autre amplitude. Donc, l'amplitude dépend de X, dépend de la position. C'est ça donc la signification. Donc, j'ai une onde dont l'amplitude dépend de X et dont la direction de propagation est Z. Voilà. Donc, voilà la forme. Je n'ai pas le choix, si je considère une onde sinusoïdale qui se propage dans la direction de Z, vu la symétrie, voilà donc la forme que doit avoir l'onde. La même chose que ce soit pour le champ E ou pour le champ B de l'onde. C'est une onde électromagnétique avec deux champs. Voilà la forme générale du champ E et la forme générale du champ B. Alors, je cherche donc à déterminer les conditions, à déterminer les contraintes ou bien la forme, si vous voulez, c'est quoi EX, c'est quoi K, etc. Donc, je cherche à étudier la structure de l'onde. Et bien sûr, pour étudier la structure de l'onde, vous savez toujours que l'on fait appel aux équations de Maxwell et aux relations de passage. Voilà. Eh bien, c'est ça notre objectif. On va donc utiliser les équations de Maxwell pour déterminer les formes d'ondes qui pouvant ou bien susceptibles de se propager dans ce milieu, pour étudier les différentes formes d'ondes susceptibles de se propager entre les deux plans. Eh bien, là, j'utilise les équations de Maxwell. J'applique les équations de Maxwell à ces formes-là. Je connais, j'ai en tête la forme de l'onde. J'applique les équations de Maxwell. Voilà, je veux une onde
sinusoïdale qui se propage dans la direction Z. Et bien sûr, d'après la symétrie, automatiquement, j'ai son amplitude qui ne dépend que de X, il ne dépend pas de Y. Maintenant, le reste, le détail, le reste ou bien le reste de l'information sur la nature de l'onde et sa structure va être donné après application des équations de Maxwell et des relations de passage. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Quelle est la nature de l'onde électromagnétique guidée? Cette onde, donc, il va se propager dans la direction Z. Voilà. Il va se propager dans la direction Z avec une amplitude qui dépend de la position par rapport de la situation entre les deux plans, qui dépend de la situation entre les deux plans. C'est-à-dire qui dépend du point, de la position du point entre les deux plans, c'est-à-dire qui dépend de X. Le vecteur K, je le considère a priori complexe, avec comme partie réelle alpha et comme partie imaginaire bêta. La mise en équation, je représente chaque champ qui dépend de x, z et du temps, je le représente par son amplitude complexe, qui ne dépend que de x. Là, je considère l'amplitude complexe qui, je rappelle, c'est l'amplitude réelle multipliée par un facteur de phase en exponentielle g phi. Phi, c'est la phase à l'origine. Donc là, je représente ces champs E et B par leur amplitude complexe. Voilà. Si vous voyez, donc si vous voulez, donc je représente ce vecteur, ou bien le champ par EX exponentiel, donc ça c'est le champ, c'est le phaseur global. Là, je m'intéresse uniquement à cette amplitude complexe. Le reste, c'est un facteur de phase que je connais. Voilà. Donc chaque vecteur sera représenté par son amplitude complexe. Les opérateurs, la dérivation par rapport au temps, je sais bien que dans le formalisme donc, que vous avez vu, donc c'est moins g oméga, suivi de multiplier par moins g oméga. Si vous avez une onde dont l'amplitude est constante, vous avez l'opérateur, enfin l'opérateur nabla, ou bien l'opérateur gradient, c'est JK, voilà, tout simplement. Mais là, du moment où l'onde est une onde plane non homogène. Ce n'est pas une onde plane parfaite, c'est une onde plane non homogène parce que l'amplitude dépend de x. Alors là, je suis obligé d'introduire la dérivée par rapport à x, ce terme du gradient. Donc, je dérive par rapport à x, j'ai donc l'amplitude. Voilà. Si je dérive par rapport à x, si j'applique le gradient, si ex est constant, à ce moment-là, c'est jk. Bon, il n'y a que ce facteur qui intervient. Sinon, là, je suis obligé d'effectuer la formule du produit. Je dérive par rapport à x, eh bien, il y a ce terme-là que je dois dériver. Donc, je dois dériver l'amplitude. Contrairement à une onde plane homogène, j'ai ce terme-là qui est constant. Pour une onde plane homogène, j'ai l'amplitude qui est constante, donc je dérive directement l'exponentielle, d'où l'opérateur nabla que je confonds avec, ou bien avec un opérateur multiplication par JK, au moins JK selon le facteur de phase. Là, c'est plus JK. Voilà, c'est bon. Donc, faites attention. J'ai une onde plane qui n'est pas homogène parce que son amplitude dépend de X. Donc, ce n'est pas une onde plane parfaite. Donc là, pour calculer par exemple le grade ou bien la divergence de E par exemple, la divergence de E, si je applique nabla scalaire à ce terme-là, eh bien je suis obligé donc de prendre en considération la dérivation de l'amplitude. Je ne dois pas sauter l'amplitude pour passer à l'exponentielle, comme pour le cas d'une onde plane parfaite, ou bien d'une onde plane homogène. Voilà. D'où alors le terme nabla qui s'écrit sous cette forme-là. Il y a la dérivation par rapport à x qui porte ou bien qui intéresse l'amplitude,
Puis la dérivation par rapport à Z, voilà, qui concerne, ou bien qui est appliqué plutôt au facteur de phase en exponentielle. Voilà, adoptons ceci. Donc, chaque vecteur, je le remplace par son amplitude complexe. Les dérivations par rapport au temps, c'est moins g oméga. Le gradient, c'est la dérivée par rapport à x fois ux plus jk ou bien ik fois uz. Maintenant, pour les équations de Maxwell, il y a le Maxwell-Gauss, divergence de E égale à 0, donc ça me donne ceci. Ça me donne ceci. Voilà. D de x, voilà. Voilà, donc D, voilà, c'est ça. C'est ça. D de x sur dx. Appliquons ceci, ou bien écrivons l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale à 0, parce qu'il n'y a ni charge ni courant dans l'espace de propagation. Donc, j'ai ρ qui est égal à 0, donc j'ai divergence de E égale à 0. Dans l'espace de propagation, il n'y a ni charge ni courant, c'est-à-dire dans le vide ou dans le diélectrique entre, ou bien délimité par le guide, qui est l'espace donc destiné à la propagation, j'ai ni charge ni courant, c'est pour cela que j'écris divergence de E égale à 0, lieu de divergence de E égale à ρ, sur epsilon 0, donc c'est ρ. ρ égale à 0, donc divergence de E égale à 0. Appliquons cela. Eh bien, vous n'avez qu'à écrire nabla pardon, ce qui est là, donc. Voilà. Je vais écrire la relation de Maxwell-Gauss. Divergence de E égale à 0. Parce qu'il y a ni charge ni courant. Alors, c'est nabla, scalaire E, égale à 0. Nabla, c'est D sur dx. 0 suivant Y, IJK, ou bien IK, suivant Z. Scalaire E. EX, EY, EZ. Qu'est-ce que j'obtiens en effectuant ce produit scalaire? J'ai donc nabla scalaire ou bien l'équation de Maxwell-Gauss écrite pour le guide, ça va donner d de EX sur dx, ce que vous avez là. D de EX sur dx. 0 pour Y, plus GK EZ. Voilà ce que vous avez. Donc, on a bien appliqué, voilà, le formalisme des opérateurs. La même chose pour B. Donc, j'ai D de Bx sur dx plus JK BZ ou bien IK BZ égale à 0. L'équation de Maxwell-Ampère. Donc là, j'ai Maxwell-Gauss, Maxwell-Gauss aussi pour le vecteur B. Là, c'est l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnelle de Maxwell-Faraday. Maxwell-Faraday. Là, c'est Maxwell-Faraday. Maxwell-Faraday. Rotationnelle de E égale à moins dilué sur dt. Nabla vectoriel E, donc, est égal à IB. Voilà. Là, je me suis intéressé donc aux amplitudes complexes. D sur dt, donc c'est moins J oméga. Voilà. C'est l'équivalent de la multiplication par moins J oméga. Et voilà ce qu'on obtient. J'obtiens donc trois équations. Faites le produit vectoriel, vous allez avoir ça. Trois équations. 3,1, 3,2 et 3,3. C'est la relation de Maxwell-Faraday pour chaque composante. Bon, pour chaque composante donc, du produit. Maxwell-Ampère.
Donc, la relation de Maxwell-Ampère. Donc, j'applique les équations de Maxwell. Rotationnel de H égale à d de t sur dt, parce que là, vous avez GL égale à 0. Je n'ai pas de courant dans le milieu de propagation. Donc, je n'ai pas de courant réel dans le milieu de propagation. J'ai donc nabla rotationnel de H égale à d de t sur dt. H, c'est B sur mu0. Voilà, ça me donne ceci. D, c'est epsilon0, epsilon R, si vous voulez, epsilon0, epsilon R. Si j'ai un diélectrique, je dois mettre ici epsilon R. Mais là, si j'ai du vide, là, je considère le vide entre deux milieux, entre deux plans indéfinis, donc je considère du vide. Voilà, donc j'ai epsilon R qui est égal à 1. Sinon, D, c'est epsilon0, epsilon R. Voilà. Nabla vectoriel B, je remplace et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens donc encore une fois trois équations, 4,1, 4,2 et 4,3. La mise en équation, eh bien, j'écris l'équation d'onde, je l'applique à chaque composante. Voilà, j'applique l'équation d'onde à chaque composante. Nabla, ou bien le Laplacien, c'est l'opérateur d'Alembertien. J'ai delta Laplacien moins 1 sur C carré D2 sur DT2 égale à 0, c'est l'équation de propagation. Alors, généralement, on met 1 sur V2 pour introduire l'indice, mais là, je considère le vide. Je considère le vide enfin, comme espace de propagation. C'est-à-dire, il y a mon guide d'onde ne renferme aucun diélectrique. Voilà, des nabla, c'est D sur dx, 0 et jk. Voilà. Nabla 2 ou bien delta, c'est nabla 2. Voilà, delta plutôt, delta, c'est nabla 2. Donc, ça me donne D2 sur dx, 2 moins k carré, c'est ça. D2 sur D2, voilà sur dx2. Voilà, moins k carré. Voilà, vous voyez là, moins k carré, D2 sur dx, 2 moins k carré. Là, vous avez les dérivations par rapport au temps. Vous avez la première dérivée qui vous donne moins j oméga, la seconde qui vous donne moins j oméga, le produit des deux, donc ça vous donne un plus. Donc, voilà. C'est ça, donc, l'équation d'onde décrite en termes d'opérateur. Donc, ça vous donne cet opérateur-là, que vous allez appliquer à chaque composante. Donc, chaque composante du vecteur, chaque composante satisfait cette équation d'onde. Voilà, donc, j'applique ceci à EX, à la première composante, à la composante suivante X du champ E. Ensuite, à la composante suivante Y du champ E. Et ainsi de suite. La même chose pour le champ B. Voilà, j'obtiens donc 6 équations d'onde. Voilà, chacune est relative à une composante donnée. Chaque composante est une onde. Donc, chaque composante satisfait l'équation d'onde. Ensuite, je passe aux conditions, aux limites, les relations de passage. Voilà, j'ai la première condition aux limites CL1 et la seconde CL2. Alors, concernant le champ E, quelles sont les conditions aux limites? On vient de montrer, en évoquant la dissipation dans le métal, qui est nulle. On a montré que le champ E est nul à l'intérieur du métal, donc la composante tangentielle du champ E dans l'espace au voisinage du métal est nulle. Cette composante tangentielle, c'est la composante Z, c'est-à-dire, voilà, j'ai une ou la composante Y. Donc le champ, la composante EY est nulle au voisinage du plan inférieur et aussi au voisinage du plan supérieur. Voilà, voilà c'est ça. Au voisinage du plan inférieur, quand tu mets x égale à 0, au voisinage du plan supérieur, parce que l'amplitude ne dépend que de x. Là, j'ai x égale à 0, x égale à 1. Donc, elle est nulle. Pourquoi? Pour garder la continuité. Donc, vous avez la composante tangentielle du champ E qui est nulle. Donc, comme le champ E est nul à l'intérieur, donc sa composante tangentielle est nulle. Donc,
la composante tangentielle du champ au voisinage du champ dans l'espace de propagation et au voisinage du conducteur, donc c'est EZ et EY. Voilà, vous avez EY de 0, EY à ce niveau-là, est égal à EY à ce niveau-là, est égal à 0. La même chose pour EZ. EZ, la composante tangentielle dans cette direction. Voilà, la composante tangentielle. La composante tangentielle est nulle dans la direction Z. Elle est aussi nulle dans la direction Y, ici et là. Voilà. Voilà. Donc, EY en 0, EY en A, pardon, EZ en 0, EZ en 0, c'est cette composante-là. EZ en A, c'est cette composante-là. EY en 0, c'est cette composante-là. EY en A, c'est cette composante-là. Mais là, donc, elles sont nulles. Pas la peine de les montrer avec des flèches pour ne pas prêter confusion parce qu'elles sont nulles. Voilà. C'est ça donc la signification de ce qui est écrit ici. On a aussi une continuité, la continuité de la composante normale de B. Donc cette fois-ci, ça porte sur X. La composante c'est BX. La composante normale c'est BX. Donc vous avez BX en 0. Là. Voilà. BX en 0. Il est nul. Et vous avez donc BX en A. Voilà. Là, vous êtes au voisinage de A. Quand vous parlez de A, c'est A-. Et quand vous parlez de 0, c'est 0 plus. Donc 0, ça veut donc dire 0 plus. Parce que là, donc 0-, c'est dans le métal. Et là, je m'intéresse au voisinage. Je m'intéresse toujours à l'espace de propagation et au voisinage des surfaces métalliques. Quand vous parlez de A, c'est A-. Voilà. C'est-à-dire là, ce voisinage et ce voisinage. Ce voisinage, ça correspond à un 0 plus, x égale à 0 plus. Et ce voisinage, ça correspond à x égale à A-. Voilà. Donc, bx de 0, bx de 0 plus, bien sûr, est égal à bx de A-, est égal à 0. C'est la troisième condition aux limites. Voilà, toutes ces conditions doivent être, l'onde guidée doit satisfaire toutes ces conditions-là. Voilà. L'onde guidée doit satisfaire toutes ces conditions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Eh bien, je vais définir, je vais me poser la question, quelles sont les ondes qui peuvent se propager? Mettez bien en tête que vous avez, c'est comme si vous avez donc un système, une boîte noire, si vous voulez, avec là des conditions, les conditions imposées par les équations de Maxwell, les relations de passage, voilà, et ainsi de suite. Donc, vous introduisez la forme de l'onde que vous choisissez, et là, vous sortez, donc vous choisissez donc la nature. Et là, vous avez la nature de l'onde, et sa structure. Voilà, vous avez la nature de l'onde et sa structure. Donc, vous avez un boîtier avec des contraintes, voilà, imposées par les équations de Maxwell et les relations de passage. Vous vous posez la question, quelle est la nature d'une onde particulière? Vous introduisez une forme donnée, vous avez sa nature et sa structure, vous sortez. C'est ce qu'on va faire. Maintenant, quelle est la nature des ondes guidées? Je commence par poser la question, quelle est la nature des ondes TEM? Est-ce que les ondes TEM se propagent? Qu'est-ce que ça veut dire onde TEM? C'est-à-dire une onde dans la direction K est suivant Z. Le champ E le champ E et B, les deux doivent être perpendiculaires.
EBK doit former un trièdre direct. Je me pose la question, est-ce que dans le guide qui est constitué par de plombs métalliques, est-ce que je peux faire propager des ondes TEM, transverse électrique et transverse magnétique? Qu'est-ce que ça veut dire transverse électrique? C'est-à-dire le champ E est perpendiculaire à K. Transverse magnétique, le champ B est perpendiculaire à K. Et bien sûr, EBK doit former un trièdre direct. Est-ce que je peux faire propager de telles ondes dans mon guide métallique, dans mon guide plan? Ou alors, autrement dit, est-ce que le guide plan accepte de faire propager dedans ce type d'onde? C'est ça la question. Donc là, je dois entrer des TEM. Et là, je vais sortir la nature de ces ondes et leur structure. Voilà. Nature des ondes guidées. On cherche si des TEM peuvent se propager. Qu'est-ce que ça veut dire TEM? TEM, c'est-à-dire que je dois avoir le champ E qui est perpendiculaire à K. EM, transverse électrique et transverse magnétique. C'est-à-dire E perpendiculaire à K. C'est ça la signification de EZ égale à 0. BZ égale à 0, c'est-à-dire B perpendiculaire à K. C'est-à-dire je veux des champs tels que E soit perpendiculaire à K et B soit perpendiculaire à K. C'est-à-dire je veux avoir EBK qui forme un trièdre direct, sous cette forme-là, à l'instar de la propagation libre. Est-ce que c'est possible d'avoir la même chose? Est-ce que le guide accepte des ondes transverses électromagnétiques? Eh bien, on va voir la réponse, on va la voir. Alors, tout d'abord, voilà les données de l'entrée. Ce qu'on impose, c'est EZ égale à 0 et BZ égale à 0. Voilà ce que je veux. Là, vous avez la forme, c'est-à-dire je veux du TEM, c'est-à-dire avec EZ égale à 0 et BZ égale à 0. Voilà mes données. Je les entre, c'est-à-dire j'applique tout le jargon là des équations de Maxwell, les relations de passage, et je vais voir enfin la réponse en sortie. En appliquant tout ceci, je vais avoir la réponse en sortie. C'est de ça qu'il s'agit, et ça va être la même chose pour le reste. Vous allez vous ennuyer donc en répétant ceci. Donc voilà, structure de l'onde TEM. Ce que je cherche, quelle est la structure de l'onde? Quelle est la structure de l'onde que je vais avoir? Eh bien, la première des choses, j'applique la relation 1. La relation 1, vous avez ici les relations. Vous avez les relations, vous les avez dans le fascicule. Je rappelle ça pour ne pas le répéter à chaque fois. Voilà, pour ne pas le répéter à chaque fois. Donc, vous avez la relation 1. Si vous voyez la relation 1, sachez qu'il s'agit de Maxwell-Gauss, appliqué au champ E. C'est la relation 1. La relation 2, si vous la voyez, sachez qu'il s'agit de Maxwell-Gauss appliqué au champ B. Divergence de B égale à 0. La relation 3,1, c'est Maxwell-Faraday relative à la première composante du produit vectoriel. 3,2, Maxwell-Faraday relative la relation de Maxwell-Faraday relative à la deuxième composante du produit vectoriel, et ainsi de suite. Donc, chaque formule, ou bien chaque relation est connue par son numéro. Voilà, et d'ailleurs, je la rappelle donc, pour vous éviter de faire des retours en arrière à chaque fois. Donc, si vous voyez par exemple EO4, sachez qu'il s'agit de l'équation d'onde 4, qui est relative à la relation satisfaite à l'équation d'onde décrite pour la composante BY. Voilà. Vous voyez EO6, équation d'onde décrite pour la composante BZ, et ainsi de suite. Voilà.
Donc, mon point de départ, est-ce que j'ai des anti-EM qui peuvent se propager? Est-ce que des anti-EM sont acceptés pour se propager dans le vide? Est-ce que le guide les accepte ou les atténue? C'est ça la question. Est-ce qu'il les accepte? Eh bien, mes données, c'est BZ égale à 0, Z égale à 0, parce que je veux des ondes transverses, transverses électriques. Une onde est transversale, par définition, une onde transversale est une onde dont la vibration est perpendiculaire à la direction de propagation. C'est comme une corde, par exemple, une corde tendue, donc vous provoquez une petite déformation et vous avez donc la vibration, c'est-à-dire le déplacement des ponts matériels, vous les avez, ils sont dans le sens perpendiculaire à la direction de propagation. Une onde est longitudinale si la direction, si l'ébranlement ou bien la vibration se fait dans le sens de la propagation. C'est le cas, par exemple, d'un ressort. Un ressort étendu, donc vous provoquez donc un petit ébranlement, eh bien, vous avez le déplacement qui se fait dans le sens de la propagation, le déplacement des spires. Le déplacement des spires, ou bien le mouvement des spires, il se fait dans la direction longitudinale, dans la direction de propagation. Ça, c'est l'onde longitudinale. Le cas d'une corde, c'est l'onde transversale, et c'est le cas qu'on a ici. Je veux une onde transversale électrique, c'est-à-dire la vibration, le champ vibrant E, ou bien le champ E, vibre dans la direction perpendiculaire à Z, perpendiculaire à la direction de propagation. La même chose pour le champ B. TEM, c'est-à-dire j'ai E qui est transverse et B qui est transverse. Voilà, j'applique la relation 1 qui me donne directement, regardez, appliquez-la. Donc, vous remplacez EZ par 0, sachez bien que EZ est égal à 0. EZ est égal à 0 et BZ. Là où vous les trouvez, vous mettez 0 à la place. Eh bien, là où je trouve EZ et BZ, je mets 0 à la place parce que c'est ma condition de départ. C'est mon entrée. Voilà. C'est ce qui est entrée ici. Vous avez les entrées, vous avez l'entrée et la sortie. Je cherche la sortie. Et je dois tenir compte tout au long de traitement de mes données d'entrée. Je dois en tenir compte. Il ne faut pas les oublier. Donc, j'ai EZ qui est égal à 0. Qu'est-ce que j'ai alors? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste D de X. Il reste d de Ex sur dx égale à 0, c'est-à-dire que Ex égale à constante. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'amplitude de E ne dépend pas de X, il est constante. Il est constante, il ne dépend pas de X. À tout niveau de l'espace ici, donc là, que ce soit ici ou là, l'amplitude de l'onde ne dépend pas de X dans ce cas-là. C'est une constante A égale par exemple grand A, par exemple, une constante, une vraie constante, donc il ne dépend pas de X. J'ai donc une amplitude constante, que ce soit ici ou là, peu importe. À quel niveau, donc, comme il dépend de X, là, il est constante vis-à-vis de X. Voilà, donc X égale à constante. Vous appliquez la relation 2 qui ne change pas, elle est toujours la même, celle que je viens de montrer. Divergence de B égale à 0, donc vous avez BZ qui est égal à 0, vous avez aussi BX qui est constante, donc les amplitudes sont constantes. Dans la direction X, BX et EX sont des amplitudes constantes. Ils sont indépendantes de X. D'habitude, ils dépendent de X, mais là, cette fois-ci, ils ne dépendent pas de X. C'est le cas dans le cas des ondes TEM. Dans le cas des ondes TEM, l'amplitude ne dépend pas de X. Voilà, je passe maintenant à la condition CL3, relation de passage, que vous avez vue. Je l'ai reproduite. C'est la continuité de la composante normale de B au voisinage des plans. B est nul dans le métal, donc au voisinage. Au voisinage, donc la continuité de la composante normale. Donc, comme ils sont nuls, donc je déduis que Bx qui est constant, il est effectivement nul. Parce qu'il est constant, il doit être le même partout dans l'espace du guide. Donc, y compris les points au voisinage. Donc, il est nul au voisinage, il est nul partout parce qu'il est constant. Voilà. Voilà donc, je sors cette donnée et celle-là. Finalement, BZ est égal à 0 parce que je cherche une onde transverse et BX est égal à 0, j'ai trouvé. Alors, il reste alors l'unique composante qui reste pour B,
c'est suivant Y. Donc, je déduis alors que B est dirigé suivant EY. Voilà. B est dirigé suivant EY. C'est ça, donc c'est une conclusion intéressante. BY dépend de X, c'est BX qui est indépendant de X, mais B a donc deux composantes non nulles, en principe. Mais la première, on a montré qu'elle est nulle. Voilà, donc BY dépend de X. La 3,1 me donne EY égale à 0. Voilà. Parce que là, j'ai BX qui est égal à 0. Donc, j'ai EY qui est égal à 0. La première relation, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, je reviens à la relation 1. Je reviens à la relation 1 qui me donne, j'ai EZ qui est égal à 0, qui me donne EX constant. Voilà. Donc, qui me donne EX constant. La relation 1 me donne EX constant. Comme EY est égal à 0, voilà, je viens de le montrer, c'est la 3,1 qui me donne, qui impose à EY d'être nul. C'est la relation 3,1. C'est Maxwell, Faraday, je pense, c'est ça, Maxwell? Oui. Bon, de toute façon, je ne vais pas revenir en arrière, c'est la même relation que vous allez trouver. Donc, il impose la 3,1, impose cette relation à EY d'être nul, puisque BX est égal à 0. Et ainsi de suite, donc, j'ai donc le champ E qui est dirigé suivant EX. Parce que l'unique composante qui reste, EZ égale à 0. EX, EY égale à 0, donc l'unique composante qui reste, donc tout le champ est dirigé suivant UX. Là, voilà, c'est bon pour la relation de dispersion. La 3,2 me donne ceci. Voilà. Parce que vous avez EZ qui est égal à 0. Donc, vous avez tout de suite BY qui est égal à ceci. La 4,1, vous avez EX qui est égal à E, donc vous avez BY égal à ceci. Donc, c'est le même E. Voilà, c'est le même EX, donc c'est le même E, EX c'est E. Tout le champ réduit à sa composante suivant X. Vous écrivez l'égalité, vous déduisez K égale à oméga sur C, la relation de dispersion. Elle est identique à celle qu'on a pour la propagation libre dans le vide. Voilà. Je déduis alors que E est dirigé suivant UX, B est dirigé suivant, voilà, B est dirigé suivant UY, voilà, avec cette relation de dispersion. Et la conclusion que je dois tirer, donc en appliquant cette machine les contraintes imposées par le système, donc la boîte noire dont j'ai parlé, eh bien en appliquant toutes ces contraintes à l'équation, à la forme ou bien à l'entité EM, je déduis alors ce schéma-là. Donc, j'ai E qui est perpendiculaire à la direction de propagation et qui est dirigé suivant X, B qui est dirigé suivant Y, aussi perpendiculaire à K, et K qui est dirigé bien sûr suivant Z. Voilà, et la vitesse de phase, c'est oméga sur K. Il est donc égal à C. Voilà, vous avez oméga sur K qui est C, donc c'est la vitesse de phase, donc elle est constante, donc elle est égale à C. Donc, je n'ai pas de dispersion, parce que là, donc j'ai une vitesse de phase qui dépend pas de la fréquence, donc je n'ai pas de dispersion. Voilà, concernant les charges superficielles, j'ai cette relation-là. J'ai un champ qui est non nul au voisinage du conducteur, automatiquement j'ai cette relation. Alors j'ai un sigma qui est non nul, qui s'écrit en fonction de E sous cette forme. Donc j'ai une onde de charge aussi au niveau du conducteur. Donc les conducteurs sont chargés avec une onde de charge surfacique. J'ai aussi une onde de courant superficiel, puisque j'ai B qui est différent de 0 au voisinage. Et j'ai donc B tangentiel, ça doit être le B tangentiel parce que B normal, donc il est nul. Donc B tangentiel au voisinage, donc ça me donne ceci. Vous avez H tangentiel. Voilà. Vous avez donc le fait de parler de B qui est non nul, eh bien vous avez tout de suite un vecteur J. C'est-à-dire vous avez une onde de courant. Vous avez une onde de courant sur les plans.
Donc, cette onde se propage sur l'interface vide métal. On peut vérifier la conservation de la charge, d de sigma sur dt plus divergence. Divergence de J égale à moins d de ρ sur dt. Là, cette fois-ci, comme il s'agit de courant surfacique, ρ, c'est l'équivalent, donc sigma, c'est l'équivalent de ρ. Donc, vous avez divergence de JS plus d de sigma sur dt et doit être égal à 0, c'est la conservation de charge. La dérivée par rapport au temps, c'est moins J oméga fois sigma. Donc, là, c'est JK fois S. Donc, on a là JK fois S. Donc, et là, vous voyez directement, il suffit de remplacer K par oméga sur C. En tenant compte de la relation epsilon 0 mu 0 C carré égale à 1, vous trouvez donc C 0. Donc, on a bien une conservation de la charge. Très bien, voilà donc ce qu'on a pour les ondes. Donc, on a vu que c'est possible, oui, il est possible de faire propager, c'est-à-dire le guide accepte des ondes TEM. Le guide accepte des ondes TEM. Le guide plan, il accepte les ondes TEM. Maintenant, quelle est la nature et la structure des ondes TE? Je veux maintenant des ondes TE, des mondes TE transverses électriques. Je vais mettre maintenant, je vais limiter les contraintes. Je cherche simplement, enfin, je mets la contrainte sur les ondes électriques, sur le champ E, sur le champ E de l'onde, sur le champ E de l'onde, sur l'onde électrique plutôt. Alors, je veux qu'elle soit transverse électrique. Transverse électrique. Je ne veux pas du transverse magnétique. Je ne veux pas de transverse magnétique. Je veux des ondes TE, transverse électrique. C'est-à-dire, je veux que EZ soit nul. C'est-à-dire, je veux que E soit perpendiculaire à Z, qui est la direction de propagation. Mais je veux que B soit oblique. Je ne veux pas que le champ B soit perpendiculaire à la direction de propagation. Il doit être oblique. Je le veux oblique. Donc, sinon, s'il est normal, j'aurai des TEM. Donc, quelle est la condition? Comment écrire quelle est la condition sur EZ et BZ pour avoir des ondes TE? Avoir des ondes TE, c'est-à-dire je veux que le champ E soit perpendiculaire à la direction de propagation, le champ E soit transverse, et je veux BZ longitudinal. Voilà, ou les deux. Voilà. Je veux surtout que BZ, je le veux non nul. C'est ça donc les ondes TE. Si on vous demande d'écrire la condition pour avoir des ondes TE, vous dites EZ égale à 0 et BZ différent de 0. Les ondes TM, transverse magnétique, c'est le contraire. BZ doit être nul et EZ doit être différent de 0 pour les ondes TM. En transverse, là j'ai du transverse électrique, transverse magnétique. Voilà donc pour le champ E, les mêmes conditions, on les écrit. Voilà, on écrit les mêmes conditions. Voilà, les mêmes conditions, la relation 1, voilà ce qu'il donne, et ainsi de suite. L'équation d'onde E1, voilà ce qu'il donne. Et il est très important de s'arrêter là sur cette relation. Donc, l'équation d'onde me donne EX égale à constante, c'est-à-dire l'amplitude constante. Alors, s'il est constante, et j'ai donc l'équation d'onde qui me donne ceci, c'est l'équation OE1 qui me donne ceci. Alors, soit que ce soit la parenthèse qui est nulle, EX différent de 0, ou alors EX égale à 0 et la parenthèse non nulle. Alors, si EX est égal à 0, j'ai donc K égale à oméga sur C. C'est EX est non nul, si EX est non nul, voilà, c'est donc la parenthèse qui est nulle. Donc, j'ai deux possibilités. Ou que ce soit la parenthèse qui est nulle, ou que ce soit EX qui est nul. Ou les deux.
Si EX est égal à 0, la parenthèse peut ne pas être nulle. Mais si EX est différent de 0, la parenthèse doit être nulle. Alors, j'exclus le fait que la parenthèse soit nulle. Sinon, je vais retrouver le cas, disons, TEM. Donc, il y a la condition d'avoir, disons, TE. Il faut que la parenthèse soit non nulle. Il faut que la parenthèse soit non nulle. Donc, EX doit être égal à 0. Donc, la condition d'avoir, disons, TE, c'est EX égale à 0. Donc, cette constante doit être nulle pour avoir, disons, TE. Sinon, je répète, si EX est différent de 0, alors c'est la parenthèse qui est nulle. Cette fois-ci, j'aurai K égale à oméga sur C. C'est la relation de dispersion pour les ondes TEM. Et je n'ai plus des TE, mais c'est des TEM que j'ai. Voilà. Donc, c'est ce qui est écrit ici de possibilités, soit la parenthèse qui est nulle à ce moment-là, donc on montre que B est égal à 0, c'est le cas des TEM. Soit la deuxième possibilité, c'est EX égale à 0, c'est alors la condition d'avoir des ondes TE. Alors, une onde TEM, pour qu'il soit accepté pour se propager dans le guide, donc il faut obligatoirement que le champ E soit de direction Y, obligatoire. Obligatoirement, la direction qui reste. La direction qui reste, c'est la direction Y. Maintenant, quelle est la structure du champ B? Quelle est la direction du champ B? B, il a deux composantes, seule la composante suivant EY qui est nulle. Voilà, d'après la relation 4,1. Vous avez EX qui est nul, donc automatiquement BY égale à 0, donc les deux composantes qui restent. Voilà. Vous avez donc B qui a deux composantes. Une composante transversale, qui est celle-là, suivant UX, il est perpendiculaire à UZ, et une composante longitudinale. D'ailleurs, on vous demandera dans l'exercice 2, dans le dernier exercice, peut-être, ou dans l'exercice 1 de la série 5. On va le voir, on va faire ce calcul. Voilà. On va déterminer la composante longitudinale et la composante transversale de UZ dans le guide. Voilà. Et vous avez aussi, donc maintenant qu'on a la forme ou bien la direction du vecteur B, qui a deux composantes, une transversale, cette composante-là, et la composante longitudinale suivant les directions de propagation. Et bien sûr, E, il est transverse. Il est donc dirigé suivant EY. La 3,1 vous donne cette relation. La 3,3 vous donne celle-là. Donc, le T dépend de EX. Donc, il faut connaître EX pour avoir BX. Pour connaître EX, il faut le déterminer. Voilà. Donc, voilà, j'ai dit que B est orthogonal à E avec une composante longitudinale et une transversale. Et une transverse. Voilà donc la structure. Vous avez le vecteur d'onde K qui est dirigé dans la direction de propagation. Vous avez le champ E qui est dirigé suivant Y. Et là, vous avez B qui a deux composantes. Finalement, votre champ B, c'est un champ qui est oblique. Voilà, le champ B, il est oblique. Voilà, vous voyez. Pardon, c'est comme ça. Voilà, vous avez le champ B qui est dirigé comme. Voilà. C'est ça, le champ B, c'est la somme de ces deux composantes. Pardon, les choses correctement. Voilà, vous avez le champ B, c'est un champ qui est oblique. Il n'est pas perpendiculaire à la direction de propagation du moment où il possède deux composantes, une longitudinale CBL et l'autre transversale CBT, si vous voulez, donc l'onde transversale. Maintenant, c'est quoi? Il faut les connaître. Il faut déterminer BT et BL. Voilà, elles sont données en fonction de E. Il faut alors connaître EX. C'est quoi EX? Voilà, déterminons EX. À partir de l'équation d'onde, E3, on a ceci. Voilà, EY, c'est E, donc c'est EX. Tout le champ est réduit à sa composante suivant Y, donc je remplace, c'est la même chose. J'ai une équation différentielle à résoudre. J'ai ici un terme. Si ce terme-là est positif, je vais donc avoir des solutions en sinus et cosinus. Si ce terme est négatif, c'est la parenthèse est négative. La parenthèse, je l'ai appelée gamma, gamma 2. Bon, c'est gamma 2 si vous voulez. Donc, si la parenthèse est positive, je vais avoir des solutions
de l'équation différentielle des solutions en sinus ou cosinus. Si la parenthèse est négative, à ce moment-là, je vais avoir des exponentielles. Je vais avoir des exponentielles. Voilà. La parenthèse, je l'ai appelée gamma 2. Vous pouvez ne pas appeler gamma carré, vous appelez gamma 2. Donc, pourquoi c'est susceptible c'est possible qu'elle soit positive ou négative. C'est possible qu'elle soit positive ou négative. Mais là, je vais discuter exactement de la condition de propagation en fonction du signe de gamma 2. Voilà. Là, j'ai le vecteur d'onde K, j'ai le vecteur K qui est donné en fonction de ce gamma. Ce gamma 2. Voilà. Donc, pour avoir le champ E, il faut résoudre cette équation différentielle. Vu les conditions aux limites, je ne peux avoir des exponentielles, parce que un exponentiel ne peut pas s'annuler en A. Voilà, il ne peut pas s'annuler en A. Donc, pour qu'il s'annule en A, donc, la solution en exponentielle est inacceptable. Donc, il est refusé par les conditions aux limites. D'où alors la condition gamma 2 doit être positive, c'est-à-dire la parenthèse doit être positive. En étant positive, voilà la solution que j'obtiens en sinus. J'ai donc x qui est donné par cette expression-là avec E0, c'est une certaine constante. Voilà, c'est un complexe constant. Voilà. Voilà, encore une fois, j'applique les conditions aux limites. Encore une fois, j'applique les conditions aux limites. Voilà, en x égale à 0, j'ai eu x qui est égal à 0. Voilà. Donc, sinus phi doit être égal à 0, soit pi. Donc, j'adopte phi égale à 0 pour simplifier, pour avoir une forme simple. J'ai donc x qui est égal à E0, sinus gamma x. En x égale à A, j'ai aussi E qui est égal à 0. J'ai donc la condition sur gamma A qui doit être un facteur, qui doit être un nombre entier en pi. Donc, gamma A, c'est un nombre entier en pi. C'est mpi sur A. Donc, on obtient donc une famille discrète de solutions TEM. On les appelle TEM. M, c'est l'indice. Tout simplement, c'est l'indice qui est dû à la condition aux limites en A. Je vais avoir un sinus qui est nul, donc il faut que gamma x soit égal à un nombre entier en pi. Voilà. Voilà. C'est la condition aux limites qui impose. Voilà. La composante tangentielle du champ E, c'est EY, comme on avait vu. Donc, la composante tangentielle du champ est nulle au voisinage du conducteur. Elle est nulle au voisinage du plan inférieur. Ça me donne phi égale à 0, phi égale à pi. J'adopte phi égale à 0 pour simplifier l'expression, tout simplement. En x égale à A, la composante tangentielle du champ est nulle et continue parce que le champ est nul à l'intérieur du métal. Donc, la même chose pour sa composante tangentielle dans l'espace de propagation à l'extérieur du métal. Donc, j'ai donc sinus gamma égale à 0 pour avoir, vous savez, tout ce que le sinus x égale à 0 a pour solution x égale à un nombre entier fois pi. Voilà, ce nombre entier, c'est m, tout simplement. Voilà donc la forme des solutions. Voilà, c'est les conditions aux limites. Donc, voilà mon amplitude qui dépend de x. Et voilà l'exponentiel donc, que j'ai écrit en termes de cosinus. Si maintenant plusieurs modes sont excités à la fois, c'est la somme. C'est la même forme. De toute façon, vous avez la forme de l'onde. Voilà la forme de l'onde. Voilà. Et je vous rappelle toujours donc que voilà, j'ai des contraintes. Donc, j'ai la forme enfin la forme de l'onde et j'ai la nature et structure. Nature et structure. Et structure. Et là, j'ai les pièces de la machine, c'est les équations de Maxwell, si vous voulez, et puis les conditions limites que j'impose. Donc, je traite mon onde en lui infligeant ces conditions, et ce qui sort, c'est bien ce qu'on a, voilà, physiquement.
Voilà donc la forme des ondes TEM. M, voilà, c'est l'indice, si vous voulez, l'indice du mode, ou bien l'ordre du mode, ou le numéro du mode TE. TE, M, suivant M, donc vous avez TE0, TE1, etc. TE1, TE2, voilà. Là, par exemple, vous avez TE1. Là, on montre ici l'amplitude, la variation, comment varie l'amplitude en fonction de X. Voilà, pour un Z donné. Pour un Z donné, comment varie l'amplitude en fonction de X. Voilà. Pour le mode TE1 et là pour le mode TE2. Et là pour X, voilà, pour Z fixé. Voilà, pour Z fixé. Et au niveau donc, c'est ça, oui. Alors, voilà. Comment varie l'amplitude en fonction de X. Voilà. Et ça, vous avez donc une onde stationnaire. Une onde stationnaire comme ça. Pour le mode TE2, voilà ce que vous avez. Il suffit donc de tracer l'amplitude en fonction de X pour X allant de 0 à A pour avoir ces formes-là. Ce n'est pas compliqué. Ça va de soi. Donc, ce n'est pas des choses... Donc, pour le mode TEM, on a un nœud de E sur chacun des plans et M ventre. Voilà, on a un nœud de E sur chacun des plans et M ventre. Voilà. C'est ça. Donc, voilà, et M ventre. Ce qu'on appelle des ventres, c'est là. Donc, vous avez un nœud sur chacun des plans. Et là, vous avez deux ventres, là. Voilà. Pulsations de coupure. Maintenant, quelles sont les pulsations ou bien les longueurs d'onde non acceptées? C'est-à-dire qu'ils s'atténuent dans le mode, enfin dans le guide plutôt. Quels sont les modes atténués? Quels sont les modes atténués? Est-ce que toutes les fréquences passent? Non. Quelles sont les fréquences acceptées? Cela que tout à l'heure, en évoquant la voix à travers un tube, eh bien là, vous avez la déformation de la voix. Ceci est dû au manque de certaines fréquences qui sont atténuées. Ce n'est pas la même chose que si vous parlez donc directement à l'air libre. Pas la même chose. Donc, vous avez la voix qui est déformée quand même suite et vous avez certaines voix qui ne passent pas. S'il s'agit d'une voix qui est grave, vous pouvez c'est-à-dire basse fréquence, vous pouvez l'entendre. Vous pouvez l'entendre à l'air libre, mais là, si la personne parle, si une personne à voix grave parle dans un tube, eh bien, vous n'allez pas l'entendre du tout. Donc, vous aurez une atténuation au bout d'une certaine profondeur. Voilà, donc c'est ça le principe, la différence entre la propagation libre et la propagation guidée. Maintenant, quelles sont les fréquences inacceptées? Bien, les fréquences inacceptées, c'est celles qui donnent un vecteur d'onde, c'est celles qui donnent un vecteur d'onde négatif. Voilà, un vecteur d'onde négatif. Un K carré négatif, K carré négatif. C'est-à-dire K imaginaire. Donc, pour avoir la propagation, il faut avoir K carré positif. Voilà. Donc, pour avoir la fréquence de coupure, il suffit d'annuler ça. Voilà. Voilà. Donc, vous avez gamma qui est égal, voilà, vous avez gamma, donc on va remplacer gamma par son expression. Voilà. C'est la fréquence qui annule K. La fréquence de coupure, c'est la fréquence qui annule K. C'est-à-dire c'est tel que oméga carré est égal à C carré gamma carré. Vous avez la valeur de gamma. Vous avez la valeur de gamma ici. Voilà, vous avez la valeur de gamma ici. Voilà, on a remplacé gamma par son expression. Donc voilà la fréquence de coupure fois C carré. Donc, multiplié par C carré, ça, vous pouvez l'écrire sous cette forme-là. Voilà. Donc,
La fréquence de coupure, c'est la fréquence qui annule le vecteur d'onde K, qui annule K carré. Voilà. Voilà. Donc, vous avez la fréquence oméga Cm. La fréquence de coupure du mode 1, c'est pi c sur A. Du mode 2, c'est 2 pi c sur A. Alors, du mode M, c'est m pi c sur A. Maintenant, si oméga est supérieur à oméga Cm, donc vous avez la propagation sans atténuation. Là, vous avez pour chaque mode. Voilà. Si vous avez différents modes, vous les prenez en considération. Donc, si vous avez différents modes à la fois, donc sachez que voilà, il y a bien un mode qui est arrêté. Bon. Si vous avez plusieurs modes, sachez qu'ils ne passent pas tous les trois. Donc, si oméga est inférieur à oméga Cm, vous avez une onde évanescente. Donc, vous avez atténuation. Pour oméga donné seul, les modes TEM dont oméga est supérieur à Cm vont pouvoir passer, ce que je viens de dire, mais pas les autres. On a donc un filtre passe-haut. Donc, si vous avez différents modes TE, eh bien, seuls certains peuvent passer. Ça dépend de la fréquence. La relation de dispersion, c'est plus oméga sur C, K égale à oméga sur C, non, mais c'est oméga carré moins oméga C au carré sur C. Donc, vous avez cette relation. Ça démarre à partir de oméga C. Là, vous avez oméga C. En dessous de oméga, rien ne passe. Vous n'avez pas de propagation du tout. K n'est pas défini. En dessous de oméga C. Mais au-delà de oméga C, eh bien, vous avez cette allure-là, c'est cette allure-là, donc avec comme un simple total sur C. Voilà la relation de dispersion maintenant en longueur d'onde. Là, on avait vu la relation de dispersion en pulsation. En pulsation, et là, en longueur d'onde. En longueur d'onde, comment passer de là à là? Comment passer de là à là? Donc, vous avez K carré est égal à oméga carré sur C carré moins oméga C carré sur C carré. Comment passer de la relation de dispersion en pulsation à la relation de dispersion en longueur d'onde? K, je le remplace par 2pi sur lambda. Vous savez tous que K, c'est 2pi sur lambda. Donc, oméga, vous multipliez par grand T divisé par grand T. Vous multipliez par la période temporelle T. Vous avez oméga T qui est égal à 2pi. Là, je multiplie par T carré divisé par T carré. Multiplié par T carré, ça me donne 2pi au carré. C'est-à-dire 4pi carré. Sur C carré fois T carré, ça me donne lambda au carré. Là, c'est lambda du guide. Là, c'est lambda du guide, K du guide, KG. Voilà. C'est-à-dire ce qui est accepté la longueur d'onde dans le guide. Alors, moins oméga C, vous remplacez oméga C par son expression, c'est-à-dire pi, c'est-à-dire M pi C sur C carré. MPC carré sur C carré, donc voilà. Vous avez donc la relation suivante. Vous avez cette relation-là. Donc, je reviens à ce qu'on a écrit. Donc, l'essentiel, c'est de remplacer. Vous remplacez K par 2pi sur lambda et vous avez la relation oméga t égale à 2pi et Ct égale à lambda. Voilà. Là, vous mettez lambda guide. Lambda guide. Et la lambda, donc, de l'onde incidente. Donc, de l'onde que l'on veut, plutôt que l'on désire faire propager. Donc, que l'on cherche à faire propager dans le guide. Voilà, lambda 0, c'est l'onde incidente, si vous voulez, que l'on cherche à faire propager dans le guide. Et là, c'est lambda dans le guide. Voilà, c'est lambda dans le guide. Vous mettez G. Voilà. Voilà. La vitesse de propagation, vous avez la vitesse de phase et la vitesse du groupe.
Si vous faites le calcul de la vitesse de phase, vous allez constater que vous avez quelque chose de supérieur à C, ce qui n'est pas physique. Par contre, la vitesse du groupe, donc c'est quelque chose d'inférieur. La vitesse du groupe correspond à la vitesse de propagation de l'énergie. Maintenant, pour les ondes transverses magnétiques, on a terminé avec les ondes TE. On a déterminé leur structure, leur nature, etc. Pour les ondes TM, c'est la même chose. Encore une fois, la machine des équations de Maxwell et des conditions aux limites. Voilà, c'est le même scénario, la même chose qui se répète. Essayez de voir ça de près. Voilà. Vous avez les conditions aux limites qui vous imposent ceci. Et vous avez cette forme pour le champ B, avec les conditions aux limites cette fois-ci, qui sont relatives à la composante normale, c'est-à-dire à la composante Bx, en x égale à 0 et en x égale à a, c'est les mêmes conditions. Et là, vous avez cette forme pour le champ B. Voilà, vous avez cette forme pour le champ B. Voilà. Voilà, donc c'est la même chose pour les ondes TM. TM, elles sont définies par EZ, c'est-à-dire EZ différent de 0. EZ doit être différent de 0 pour avoir des transverses magnétiques. Voilà, on peut continuer là, donc on peut continuer après, on verra bien le. Alors là, je vais arrêter le partage pour. Donc, on va arrêter le partage. Et là, je vais projeter ceci, donc. Alors, présenter maintenant. Voilà. Alors, vous allez me dire, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut continuer? Bon, ça va nous demander un quart d'heure à peu près. Et puis, on prendra le temps nécessaire pour le TD. C'est bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous m'entendez là? Vous m'entendez là? Donc, continuons juste pour terminer les guides et puis après, on prendra la pause. On décalera pour le TD. Donc, c'est bon, vous aurez le temps nécessaire pour vous reposer. Donc, alors, je continue pour le. Donc, je passe maintenant à la propagation en hyperfréquence sur une ligne de transmission. Comme exemple, je vais prendre le câble coaxial. Je vais prendre le cas du câble coaxial. C'est très intéressant. Propagation en hyperfréquence sur une ligne de transmission. Alors, la première des choses, les réseaux électriques en basse fréquence sont traités dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Approximation des régimes quasi-stationnaires. Ça veut donc dire que je néglige la propagation tant que la longueur de mon L de mon circuit est très très petite devant lambda. Voilà.
je néglige la propagation. Qu'est-ce que ça veut dire négliger la propagation? Je prends par exemple le courant en ce point, I en M1 à l'instant T est le même que I en M2 à l'instant T. Donc, du moment où la position ne m'intéresse pas, c'est la même chose, donc ça ne dépend pas de… Je mets tout simplement I de T. C'est ce que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, vous avez ce circuit-là, donc peu importe, là, vous devez travailler en fréquentiel quand même, donc voilà. Vous avez l'habitude d'écrire, par exemple, Z1, Z2, etc. Bon, peu importe. Vous mettez, par exemple, là, vous mettez I2 de T, I1 de T, I de T, I1 de T. C'est ce que vous avez l'habitude de faire. Parce que vous négligez la position. Vous négligez la position du point. Si vous mettez I de T là, par exemple, I2, I1 de T ici, I2 de T là, donc vous négligez la position. Sinon, en principe, qu'est-ce qu'il faut faire? En principe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre I de T en M1, en M0, là c'est ce point M0, I1 de T, voilà, I1, M1 de T, I2, M2 de T, voilà. Voilà. Vous devez fixer la position, vous devez préciser la position et l'instant. Alors, pourquoi vous n'utilisez pas ceci? Parce que vous travaillez en 50 Hz en général et vous avez la longueur d'onde pour le 50 Hz, ça correspond à 6000 km. 6000 km. Donc, vous avez la dimension de votre circuit au maximum, c'est 20 cm. C'est 20 cm, c'est vraiment très, très négligeable devant la longueur d'onde. C'est pour cela que vous négligez la propagation. Négliger la propagation, c'est-à-dire ne pas mentionner la position. Voilà. Sinon, si vous êtes à très haute fréquence, à ce moment-là, les intensités ne dépendent pas uniquement du temps, les grandeurs électriques ne dépendent pas uniquement du temps, mais ils dépendent aussi de la position. C'est ça donc ce qui est mentionné ici. Dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, vous avez la propagation qui est négligée. Donc, on ne mentionne pas la position du point pour calculer les tensions ou les courants. On ne mentionne pas la position. On dit que l'intensité est la même le long d'un circuit série. C'est-à-dire, vous avez M1, M2, etc. Vous avez la même intensité. Alors, si vous êtes en HF, en haute fréquence, à ce moment-là, vous avez l'intensité, même s'ils sont en série, vous avez l'intensité en M1 qui va être différente de l'intensité en M2 au même instant. Donc, vous avez en général I1, I de M1 à l'instant T est différent de I en M2 à l'instant T, sauf si vous êtes en régime quasi-stationnaire. C'est-à-dire si la longueur L du circuit est négligeable devant la longueur d'onde. Voilà. C'est ça, donc, les réseaux électriques en basse fréquence sont traités dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, c'est-à-dire que l'on néglige l'aspect propagatif. On néglige la propagation. Lambda est égal à 6 sur F. Si vous êtes, par exemple, si F est égal à 50 Hz, c'est le cas du secteur, vous avez une longueur d'onde de 6000 km. 6000 km, bon, c'est-à-dire si, par exemple, à l'échelle du Maroc, bon, je peux dire que l'intensité est la même en tout point du réseau marocain à l'instant T, au même instant. Parce que là, donc, je n'atteins pas une longueur de 6000, par exemple. Si vous prenez l'axe Tanger-Casa, par exemple, en chaque point, eh bien, à chaque instant, vous avez la même intensité partout, indépendamment de la position. Si vous êtes en 50 Hz. Mais faites bien attention, dès que vous passez au micro-ondes et aux hautes fréquences, à ce moment-là, sur un boîtier, par exemple, de 1 mètre, vous avez la propagation. Vous avez un problème de propagation qu'il faut prendre en considération. Alors, si le cas, par exemple, prenez un gigahertz, par exemple, ou alors un mégahertz, gigahertz, donc des hautes fréquences, à ce moment-là, donc, vous avez ce problème qui se pose. Vous n'avez qu'à faire le calcul. Lambda est égal à CT, c'est-à-dire C sur F. Voilà. Lambda égale la longueur d'onde correspondant à la propagation. Donc, c'est C
Si vous avez 50 Hz, c'est-à-dire 3 10 puissance 8 sur 50, je multiplie par 2 et divisé par 2, donc je vais avoir donc 6. Donc, c'est 6 fois 10 puissance 6. Voilà. Mètres, donc ça veut donc dire 6000 km. 6000 km. Si maintenant vous avez ici 10 gigahertz, par exemple, 1 gigahertz, 1 gigahertz lambda égale à C sur 10 puissance 9. À ce moment-là, c'est autre chose. 3 fois 10 puissance 8 sur 10 puissance 9. À ce moment-là, vous aurez, par exemple, 1 gigahertz, voilà, ou bien 10 gigahertz, mettons 10 gigahertz. 10 gigahertz, mettons, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, 3 fois 10 moins 1. Donc, c'est 30 cm. Voilà. 3 10 moins 1, donc 3 10 moins 1, donc c'est 0,3 mètres, donc c'est 30 cm. Voilà. À ce moment-là, vous avez lambda. Donc, si la fréquence f est égale à 1 GHz, à ce moment-là, vous avez lambda qui est égal à 30 cm. Voilà. Donc, si vous avez un circuit de, par exemple, de 1 mètre, à ce moment-là, vous devez ne pas négliger la propagation. Vous n'avez pas le droit de dire, par exemple, sur une distance de 1 mètre, vous devez que I1 de t en ce point est égal à I2 de t. Non, pas du tout. Vous avez I1 de t qui est différent de I2 de t. Donc, ils sont différents. Là, vous avez la propagation. Il faut tenir compte de la propagation entre ce point et celui-là. Voilà. Si vous avez donc, par exemple, L égale à 1 mètre, à ce moment-là, vous n'avez pas égalité. Vous êtes sur un circuit serré, vous n'avez pas le droit de dire que les intensités instantanées sont les mêmes. Pas du tout. Ça dépend cette fois-ci du point. C'est ça ce que cela veut dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle ligne de transmission? Là, on travaille en HF, en haute fréquence. Qu'est-ce qu'on appelle ligne de transmission? C'est un guide d'onde de courant. Et aussi du champ électromagnétique, qui dit courant variable, des champs électromagnétiques variables. Qui dit courant variable, qui dit courant variable, dit champ magnétique créé qui est variable. Qui dit champ magnétique variable, dit champ électromoteurs associés. Variable, donc, dit onde électromagnétique. Donc, à chaque fois que vous avez un courant variable, vous avez à la fois génération du champ E et de B. Vous avez une onde qui se propage, une onde électromagnétique. À tout courant variable correspond une onde. Si maintenant, si vous êtes en HF, vous avez donc une onde haute fréquence, et pour la traiter, à ce moment-là, le régime, ou bien l'approximation du régime quasi-stationnaire n'est plus valable. Il faut tenir compte de la propagation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ligne de transmission? C'est un ensemble de conducteurs, un assurant l'aller, c'est une ligne bifilaire assurant l'aller et l'autre assurant le retour du courant. Voilà. Donc, on appelle ligne de transmission un guide d'onde de courant et donc de champ électromagnétique associé permettant leur passage dans les deux sens, l'aller et le retour. Par contre, s'il s'agit uniquement d'un cas unidirectionnel, on parle uniquement d'un fil. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas une ligne. Alors là, je considère une ligne, voilà, c'est une ligne, voilà le premier conducteur et voilà le second. Comment traiter ça? Donc, quand je travaille en HF, eh bien, je vais raisonner par ce qu'on appelle, en se basant sur le modèle de ligne à constante répartie. Modèle de ligne à constante répartie. C'est-à-dire, je vais considérer, j'ai une ligne, voilà, et là, je vais considérer des petits morceaux que j'estime relativement petits devant la longueur d'onde. Là, vous avez la longueur qui est grande devant la longueur d'onde. Vous avez L, vous avez la longueur d'onde L qui est petite devant L, la longueur L. Et là, je vais subdiviser en petites longueurs de manière à avoir ceci
delta L petit devant lambda. Mais bien sûr, grand L est grand devant lambda. Mais là, je vais considérer, je vais subdiviser en petites longueurs de manière à ce que ces petites longueurs delta L soient petites devant la longueur d'onde. Sinon, la longueur entière de la ligne est grande devant la longueur d'onde. Donc, je vais subdiviser de manière à avoir des delta L petits devant la longueur d'onde et sur chaque delta L que j'avais appelé tranche, je vais appliquer le modèle de ligne à constante répartie. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque morceau, voilà, je le vois comme une association d'inductance, de capacité, de résistance et de conductance. Voilà. C'est-à-dire, là, c'est juste le delta L. C'est la longueur, c'est le delta L que j'ai vu. Voilà. Donc, le delta L qui correspond à ce tronçon-là. Là, vous avez le grand L, ça c'est la ligne bifilaire avec deux fils. Là, un assurant l'aller et l'autre assurant le retour. Là, j'ai le delta L. Voilà. Le delta L, il est équivalent à ceci. Une résistance, vous n'avez qu'à lire donc le détail, une inductance, une conductance et une capacité. Et là, donc, pour faire les calculs, je vais simplifier. Je peux négliger la dissipation en éliminant R. Je peux négliger les courants de fuite en éliminant G, les courants de fuite dans le diélectrique, parce qu'il y a toujours un diélectrique entre les lignes. Donc, le cas d'un câble coaxial, par exemple, un câble coaxial, vous avez deux cylindres, comme ça, voilà. Et là, entre les deux, vous avez le diélectrique. Là aussi, donc, vous avez une ligne périphérique et une ligne interne. Donc là, ça revient au même. Donc, je néglige, je considère quelque chose de parfait. Voilà donc ma tranche entre Z et Z plus DZ. Donc, la longueur, c'est delta L. Delta L, c'est delta Z. C'est DZ. C'est très petit devant la longueur d'onde. Mais par contre, la longueur totale est grande devant la longueur d'onde, d'où l'approximation des régimes quasi-stationnaires qui n'est plus valable. Je dois tenir compte de l'effet propagatif, de l'effet de la propagation. Voilà. L, c'est l'inductance par unité de longueur. C, c'est la capacité par unité de longueur. Et là, vous écrivez les lois de Kirchhoff. Vous avez, au niveau du point Z, voilà, vous voyez bien, j'ai écrit IZ de T, c'est-à-dire le courant qui rentre ici, c'est IZ de T. J'ai précisé la position. Et le courant qui me revient et qui revient à ce niveau-là, c'est encore IZ de T. Donc, j'ai un courant qui assure l'aller, le même courant assure le retour, mais à travers l'autre ligne. Mais il y a des interactions, il y a quand même de l'influence, il y a de l'influence entre les deux lignes, d'où l'introduction de cette capacité. Il y a quand même de l'influence, il y a des charges, donc on regarde, j'ai donc une capacité, et la capacité par unité de longueur, c'est CdZ. C'est-à-dire, je prends la capacité de la ligne, je la divise par la longueur. J'obtiens la capacité par unité de longueur. Je prends la self de la ligne, je l'obtiens par la longueur, j'obtiens la capacité, l'inductance par unité de longueur. Vous avez vu en S3 un exercice dans lequel vous avez calculé l'inductance par unité de longueur d'un câble coaxial. On va en avoir besoin aujourd'hui. Donc, voilà, vous écrivez les lois de Kirchhoff. Voilà, c'est quoi V de Z moins V de Z plus D de Z. C'est quoi la différence V de Z moins V de Z plus D de Z? Voilà, c'est tout simplement, donc je peux écrire V de Z, la tension entre ce point et celui-là, Vmn, Vmn, c'est V de Z, voilà, Vm', N', Vm', N', c'est V de Z plus DZ, voilà, et j'ai V de Z moins V de Z', moins V de Z plus DZ. C'est quoi V de Z moins V de Z plus DZ? C'est L d2i sur dt. L, or L, c'est L dz, parce que L, c'est l'inductance par unité de longueur. L dz, d2i sur dt. D2i, pourquoi je mets la dérivée partielle?
Parce que I dépend de Z et de T. J'ai deux variables. Voilà. Donc, je n'ai pas mis D droit. J'ai mis la dérivée partielle. Et j'ai le courant. C'est quoi le courant? I de Z de T. I de Z de T est égal à IC, le courant qui passe dans le condensateur, plus le courant IZ plus DZ est égal à IC plus ici de Z, si vous voulez, plus I de Z plus DZ. Et c'est quoi ici de Z? C'est d2 sur dt. C'est C d de V, C dz. J'ai donc la capacité par unité de longueur, C dz fois IC, c'est d2 sur dt. Q, c'est C fois D fois dV, c'est ça. Voilà. Et C fois V. Donc, IC fois V. Donc, C d de Z fois voilà, d2 sur dt, c'est-à-dire d de V de Z T sur dz. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la loi de Kirchhoff. J'écris donc la loi des mailles au niveau de ce point, la loi des nœuds au niveau de ce point, et j'écris donc les lois de Kirchhoff. Donc, là, j'ai IC de ZT. Là, j'ai donc I de Z plus DZT. Et voilà ce que vous allez découvrir tout de suite là. Voilà. Vous avez V de Z moins V de Z plus ZT. Donc, c'est L d de Z sur dt, comme L est par unité de longueur, je multiplie par dz. C'est l'inductance par unité de longueur. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Ceci me donne moins d de V sur dz fois dz. La différence ici me donne moins d de V sur dz fois dz. C'est ça, cette différence. Et j'obtiens ceci, l'équation 1. Maintenant, quelle est l'équation du courant? Pareil, IZ moins IZ plus DT. Donc, IZ est égal à IZ plus DZ plus IC. Donc, j'obtiens, là, c'est moins, si vous voulez, moins D de I sur DT. Voilà, moins D de I sur DT. D de I de ZT, bien sûr, sur DT fois DZ. Ceci, c'est bien ça. C'est moins d de I sur dt fois dz est égal à IC. Est égal à IC, c'est-à-dire égal à d de Q sur dt. C'est la capacité C dz fois d de V sur dt. Sur dt. Voilà, c'est l'équation 2. Maintenant, j'associe l'équation 1 et l'équation 2. Voilà, voilà l'équation 1 que je reproduis. L'équation 2, je les associe toutes les deux, je dérive les deux et puis je remplace pour avoir l'équation 3. C'est une dérivée seconde. Vous dérivez ici, vous dérivez là, et là, vous remplacez, vous éliminez le i entre les deux pour avoir la relation directe entre les potentiels. Voilà. Vous éliminez V pour avoir la relation directe entre les courants. De toute façon, vous constatez là que vous avez une équation d'onde. C'est-à-dire V et I sont des ondes. Vous constatez que vous avez V et I qui sont des ondes. Voilà. Voilà. Avec la vitesse, c'est 1 sur racine de LC. Là, vous avez le Laplacien. Le Laplacien, le terme là, c'est le Laplacien, c'est delta. Moins 1 sur C carré, 1 sur V carré, ou bien U, c'est D2 sur DT2 égale à 0, c'est bien l'équation d'une onde. C'est l'équation des télégraphistes qu'on appelle, donc elle ressemble aux équations de Lambert, donc c'est les équations des télégraphistes. Voilà. U, c'est 1 sur racine de LC, c'est-à-dire la vitesse V, c'est 1 sur racine de LC. L étant l'inductance par unité de longueur et la capacité par unité de longueur. Dans le cas du câble coaxial, on connaît C et L. Vous l'avez déterminé pour le câble coaxial en S3.
Et la capacité, donc, vous pouvez sûrement, vous l'avez, comme il ne dépend ni de la géométrie, il ne dépend que de la géométrie, il ne dépend ni du courant, vous l'avez calculé en électricité de S2, en S2. Donc, vous avez ces données. Et là, à travers, je choisis mon courant à envoyer donc dans le guide, je lui donne cette forme, c'est une onde sinusoïdale. Voilà. Vous avez L que vous avez vu en S2, en S3, et C que vous avez vu en S2. U, c'est 1 sur racine de LC, vous faites le produit, vous allez trouver C sur racine de epsilon R. Ce n'est pas difficile à trouver. Donc, vous avez LU égale à 1 sur racine de LC. LC, vous faites le produit LC, vous avez les deux pi, vous avez deux pi qui va s'éliminer, vous avez le ln qui va s'éliminer pour un câble coaxial. Vous aurez donc mu 0, voilà, vous avez LC qui est égal à mu 0, epsilon 0, epsilon R. Mu 0, voilà, epsilon 0, epsilon R. Voilà, vous multipliez par C carré et vous divisez par C carré. Vous aurez mu 0, epsilon 0, C carré, c'est 1. Vous aurez donc, c'est epsilon R sur C carré. U, c'est-à-dire la vitesse de propagation, ou V, c'est qu'on voulait. Donc, utiliser U et V, c'est la même chose. Donc, c'est 1 sur racine de LC. Vous avez donc C sur racine de epsilon R. Voilà, C sur N. Donc, C sur N. Donc, U égale à C sur N. Donc, C sur racine de epsilon R. Voilà, c'est la célérité. Donc, c'est disons dans le vide, disons d'électromagnétique. Donc, c'est 3 10 puissance 8. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, donc, vous avez un courant qui est une onde sinusoïdale, une onde de courant, vous injectez dans le conducteur de l'allée, une onde sinusoïdale, il vous crée un champ, voilà, dans le conducteur de l'âme, dans l'âme, c'est-à-dire le conducteur de l'allée, c'est-à-dire le conducteur l'âme. Voilà, donc, voilà, vous avez, voilà, vous avez votre conducteur, voilà, votre câble interne, et là, vous avez le câble externe. Là, vous voyez un courant, vous envoyez un courant I de T, voilà, IZ de T, donc vous l'envoyez. Il a cette forme-là, voilà. Alors, c'est I0. Bon, il est où alors? Voilà. I0 exponentielle J oméga T moins KZ, IZ de T. Vous envoyez ce courant. Et là, bien sûr, vous recevez un courant de l'allée. Voilà, un courant, le même courant IZ de T. IZ de T, donc, vous le recevez donc une fois. Alors, quel est le champ? Là, vous avez là le diélectrique. Vous savez, le diélectrique. Quel est le champ B dans le diélectrique? Utilisez le théorème d'Ampère. Un cercle axé sur ou bien centré sur l'axe delta. Voilà, c'est le théorème d'Ampère. Vous avez donc 2πr b de r, ça c'est le calcul de la circulation, est égal à mu0 fois I. I interne, donc là on cherche le champ dans le diélectrique, mu0 fois I de Z. I de ZT. Voilà, tout simplement, vous remplacez et vous trouvez ceci. Donc vous avez B de R qui est égal à mu0 I de ZT sur 2πr sur 2πr. Là, mu0, c'est 1 sur epsilon 0 c carré. C'est tout. Voilà. Donc, c'est le même calcul de S3 qui vous donne ceci. Le théorème de Maxwell-Ampère, pareil, le calcul de S3. Donc, vous avez rotationnel de E. Le théorème de Maxwell-Ampère, rotationnel de H. Rotationnel de H est égal, voilà, c'est ça, rotationnel de H est égal à d de d sur dt, donc d de d sur dt.
Donc, B sur mu0, H, c'est B sur mu0. Et D, c'est epsilon0, epsilon R fois E. Voilà. Le rotationnel, vous allez le calculer. Donc, vous avez le champ B, vous allez calculer son rotationnel. Et vous allez donc déduire votre champ E, qui a cette forme-là. Donc, c'est une onde TEM, en fait, qu'on a parce qu'elle est dirigée suivant UR. Et là, vous avez B qui est dirigé suivant UFI. Voilà. Vous avez E qui est dirigé suivant UR. Voilà. Voilà. UR, comme ça, par exemple. Voilà. Plutôt comme ça pour UR. Et vous avez UFI qui est dirigé comme ça. Donc, vous voyez les tangents comme ça. Donc, et vous avez la direction de propagation suivant Z. Vous avez le vecteur d'onde K. Vous avez donc une onde TEM. Voilà. Une onde TEM avec une relation de dispersion qui est celle-là. La différence avec le vide, c'est que vous avez epsilon R qui est différent de 1. Donc c'est la même chose qu'en propagation libre. Donc, vous envoyez un courant à travers le guide, à travers le câble coaxial. Il vous génère des ondes électromagnétiques qui se propagent dans le diélectrique. Et notre objectif ici, c'est de montrer que l'on peut faire propager des ondes électromagnétiques à travers un câble coaxial. Donc, en utilisant, bien sûr, en HF, c'est-à-dire on peut utiliser le câble comme une ligne donc de transmission. Voilà, c'est l'objet ici. Donc, je rappelle le titre, propagation en hyperfréquence, c'est-à-dire en haute fréquence, sur une ligne de transmission. On a pris l'exemple du câble coaxial. Voilà, donc voilà, vous avez eu l'essentiel. Pour plus de détails, vous avez le manuel qui est bien expliqué. Donc, tout est détaillé dans le manuel, dans le fascicule. Essayez de lire. Et donc, c'est bon. Ainsi, on termine notre programme du cours. Dans quelques... Alors, il est maintenant 15h46. On démarrera le TD à 16h, c'est ça? Bon, une heure suffira. Bon, je pense une heure suffira. Alors, on démarre. Donc, vous allez vous reposer un quart d'heure et vous allez vous reconnecter pour le TD. Donc, à tout de suite là. Donc, je démarre à 16h. Donc, prenez un quart d'heure de repos. Eh bien, on traitera les exercices de la série 5, surtout l'essentiel, les exercices essentiels. Sinon, vous avez l'exercice 1 qui est juste un rappel. On l'a traité dans le cours la dernière fois. Donc, à très bientôt. À dans 15 minutes.